Déclaration de politique générale du chef du gouvernement, 6 axes prioritaires pour Moussa Mara, parmi lesquels la réconciliation et le développement social. Parlant de la réconciliation, les discussions seront ouvertes, mais pas question de remettre en cause l'intégralité du Mali. Quant au développement social, il s'agit d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Décryptage, explication, appréciation de cette déclaration de politique générale du Premier ministre dans ce journal, avec à la clé les derniers préparatifs du chef du gouvernement entouré de ses proches collaborateurs. Il a été suivi par l'une de nos équipes ce matin. Un seul titre pour cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Oui, le Premier ministre Moussa Mara s'est exprimé ce matin devant les élus de la nation. C'était à la faveur de sa déclaration de politique générale. 6 axes la composent, notamment le renforcement des institutions et la sécurisation des personnes et des biens. Mamari Koné nous donne quelques indications sur ces 2 premiers axes. C'est à un véritable exercice démocratique que s'est soumis le Premier ministre Moussa Mara. Pendant environ 2h30, le chef du gouvernement a donné les grandes lignes des activités qui seront programmées pendant la période 2013-2018. À terme, il s'agit de construire un Mali émergent tel que souhaité par le chef de l'État. Premier axe de la déclaration de politique générale, le renforcement des institutions. Le premier volet sera consacré à la lutte contre la corruption, car selon Moussa Mara, aucune nation ne peut se développer tant que le tissu économique, social voire politique est gangréné par les mots qui sont la corruption et l'impunité. Le gouvernement intensifiera la lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la soumission prochaine au débat et au vote du projet de loi sur l'enrichissement illicite qui est déjà ici à l'Assemblée. La création d'un organe central chargé de la coordination de la lutte contre la fraude, la corruption et les infractions connexes et la mise en place d'un système de recueil et de traitement des informations fournies par les citoyens qui disposeront de plusieurs canaux de dénonciation et d'information des services en charge de la lutte. Nous agirons également sur la prévention par l'adoption de mesures vigoureuses. Plusieurs réformes sont annoncées comme la mise en œuvre d'une nouvelle carte judiciaire, l'approfondissement de la décentralisation par la régionalisation, les réflexions sur l'organisation territoriale avec la perspective d'augmentation éventuelle du nombre de régions et la révision de la loi fondamentale. Après plus de 20 ans de pratique démocratique, il nous est nécessaire de nous pencher sur notre loi fondamentale pour l'améliorer en corrigeant ses faiblesses. Plusieurs assises, de nombreuses études, quelques organisations ont eu à cœur d'ausculter la Constitution de 1992 à la lumière de l'usage du temps et des péripéties de la démocratie. Quelques tentatives ont eu lieu par le passé. Nous disposons de la matière pour engager un processus devant aboutir à une réforme constitutionnelle permettant d'améliorer de manière significative notre système institutionnel et démocratique. Le gouvernement engagera bientôt le processus devant conduire à cette réforme et l'ensemble des acteurs politiques, la société civile, de l'administration, ainsi que toutes les forces vives seront associées. La révision interviendra suffisamment tôt au cours du mandat du chef de l'État pour ne pas subir les aspérités et autres interprétations liées aux perspectives d'élection. D'importantes réformes du système et du processus électoral sont également prévues. Compte tenu du rôle de la presse dans la promotion de la démocratie, le gouvernement Moussa Mara veut la soutenir et garantir son indépendance. Les actions annoncées sont la création d'une école de journalisme, le souhait de voir s'édifier les grands groupes de presse et la création très récente de la haute autorité de la communication. Les Maliens de la diaspora ne sont pas oubliés dans la déclaration de politique générale. Le gouvernement entend les mettre au centre de ses préoccupations en leur accordant plusieurs facilités comme la création d'un établissement financier par exemple. Dans le domaine de la politique étrangère, le gouvernement s'attellera au rayonnement du Mali sur la scène internationale sous l'autorité et l'impulsion du président de la République. Au sortir d'une crise sécuritaire qui l'a fortement affecté, notre pays a besoin d'un outil de défense et de sécurité à la dimension des menaces auxquelles il fait face. Pour faire face à ces menaces, le pays, dira le Premier ministre, doit d'abord compter sur ses propres forces. Notre priorité est de définir et de mettre en place une politique de défense et de sécurité. C'est en cours. Le projet de document de politique de défense est disponible. Le document de réforme du secteur de la sécurité, RSS, aussi. Les politiques définiront les menaces et les réponses à apporter, aussi bien aux frontières que sur le territoire, en campagne comme en ville.
La politique de défense aide à définir clairement la réponse armée et non armée, car la défense n'est pas seulement militaire, mobilise tous les moyens de la nation et met à profit de manière optimale le territoire pour constituer un dispositif global, assurant la sécurité aux frontières, l'intégrité de notre territoire et la sécurité intérieure. Elle intègre une dimension régionale, africaine, internationale, qui est significative. Fait nouveau, elle sera accompagnée d'une stratégie de communication pertinente pour informer et mobiliser nos compatriotes. La politique de défense et de sécurité doit fixer les enjeux et les objectifs à assigner aux acteurs, ainsi que les moyens en termes d'hommes, de matériel, d'infrastructures et de dispositifs de commandement. C'est conscient de ces nombreux défis à relever qui jalonnent le chemin du gouvernement et du pays que je veillerai à l'élaboration d'une loi de programmation militaire et d'une loi de programmation de sécurité. L'adoption d'un cadre d'organisation des secours, plan Orsec, l'actualisation du cadre de lutte contre les trafics illicites et le crime organisé, la création d'unités opérationnelles de lutte contre les trafics illicites et la drogue, la création d'une cellule de pilotage de la lutte contre le crime organisé, le renforcement conséquent des moyens de la police, de la gendarmerie et de la garde pour œuvrer à la restauration absolue de la quiétude de nos compatriotes. À ce titre, nous ferons de nos villes des havres de sécurité où la peur change de camp et où les malfrats seront terrorisés. Notre pays entend mettre un accent particulier sur la coopération bilatérale, régionale et multilatérale pour garantir la sécurité sans laquelle aucun développement ne peut être envisagé. La réconciliation et le développement social sont parmi les axes prioritaires de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Sur le premier point, les discussions seront organisées très bientôt. Toutefois, le Premier ministre, tout comme le Président de la République, sont formels là-dessus. Pas question de remettre en cause l'intégralité du Mali. Parlant du développement social, le gouvernement se donne pour mission d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. La synthèse de ces deux axes, c'est avec Mohamed Diarra. Nombreux sont les sujets évoqués par le Premier ministre Moussa Mara dans sa déclaration de politique générale. Parmi les dossiers évoqués par le chef du gouvernement au cours des exercices démocratiques, la réconciliation. Et à ce sujet, a souligné Moussa Mara, les irrédentistes et autres séparatistes doivent comprendre que l'intégrité du territoire n'est pas négociable. Les discussions seront organisées au Mali et les groupes armés aussi bien que les médiateurs de la CEDEAO y seront conviés. Cette démarche s'explique par le fait qu'aucune rébellion ne peut être résolue par le crépitement des armes à tir martelé. Nous sommes conscients qu'il ne saurait y avoir de solution militaire au problème de rébellion et que seul un accord politique pourrait nous permettre de pacifier le front irrédentiste. Établir une frontière nette entre ceux qui s'inscrivent dans la paix et la réconciliation nationale et ceux qui demeurent des terroristes, narcotrafiquants et adeptes des pratiques néfastes à combattre inlassablement et de manière implacable. Le déploiement de l'administration et la restauration de la souveraineté du pays sur l'ensemble du territoire constituent notre priorité absolue qui n'est en aucune façon liée au dialogue. Sans le retour effectif de l'administration sur l'ensemble du territoire, rien de durable ne peut être construit au nord. Pour ce faire, le gouvernement s'emploiera au retour rapide de l'administration et des services sociaux de base dans la région du Nord. Et l'État, avec l'appui de ses partenaires, mettra les moyens adéquats pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le Mali est donc disposé à aller vers la conclusion d'un accord de paix inclusif et définitif, en témoin la récente nomination de l'ancien Premier ministre Modibo Keïta. Le gouvernement mettra à sa disposition des experts pour mener à bien ses missions qui comprennent entre autres le processus de cantonnement, de démobilisation et de réinsertion des combattants identifiés. Toutefois, Moussa Mara précise. Elle gérera chaque étape du processus avec l'accompagnement des partenaires et œuvrera à l'observation de certains principes à rappeler à toutes les parties. Aucun soldat ayant maille à partir avec la justice ne sera intégré dans les forces armées et de sécurité. Aucun déserteur de l'armée et des autres forces ne sera repris en tant que tel. Il aura été radié et devra donc, s'il le souhaite, passer par les étapes normales de recrutement. En revanche, il sera prévu des moyens de réinsertion pour tous les combattants reconnus comme tels à travers des critères objectifs définis d'accords partis et avec l'accompagnement des partenaires du processus. Le processus de cantonnement conduisant jusqu'à la réinsertion est un tout
qui sera considéré comme tel et il sera conduit comme un projet, se clôturant après que tous les cas aient été traités, documentés et pris en compte. Le gouvernement est à la recherche de financement pour ce processus de cantonnement et entend donner plus de transparence au traitement de la question. La justice et la vérité seront faites sous l'égide du ministre en charge de la réconciliation, appuyé par la commission mise en place à cet effet, ajoute Moussa Mara. S'agissant des 300 000 réfugiés et déplacés, le gouvernement déboursera 110 milliards de francs CFA pour faciliter leur retour dans leurs localités respectives. Du grand oral du chef du gouvernement devant les députés, on retient la promotion du dialogue social avec tous les acteurs socio-économiques. Le but est l'instauration d'un climat apaisé. En clair, il s'agit de mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, toutes catégories confondues. 70 milliards de francs CFA sont prévus pour des mesures d'urgence de relance économique. Le 15 mai prochain, nous alerterons nos partenaires pour que ces sommes puissent soutenir de nombreux opérateurs économiques dans l'attente. Nous allons soutenir le pouvoir d'achat de certaines couches démunies dans les grandes villes et particulièrement à Bamako, en généralisant une expérience conduite en commune 4 du district par le village d'enfants SOS et qui consiste à prendre en charge certaines dépenses sociales de certaines familles pauvres. Écoles, santé, assainissement, soutenir l'exercice d'une activité génératrice de revenus, pisciculture, aviculture, intradomiciliaire, petit commerce, permettant à la famille d'accroître ses revenus et retrait progressif du soutien sur une période de 3 ans. Nous allons investir 10 milliards de francs CFA dans cette activité et en fonction des résultats, accroître la contribution publique pour sortir de la pauvreté 5 000 familles condamnées jusque-là. Cette mesure sera précédée par le soutien en pouvoir d'achat dans les semaines à venir, sous forme d'augmentation de salaires et de paiement de primes et d'indemnités pour 11 milliards de francs CFA. Nous demanderons aux entreprises du secteur privé de faire un effort dans ce sens. Le gouvernement engagera plusieurs autres mesures pour atténuer le coût de la vie, souci majeur des populations. Il s'agira pour nous, de manière urgente et en concertation avec les opérateurs économiques, de faire assurer un approvisionnement conséquent du pays en produits de première nécessité en vue du Ramadan. En plus de ces avantages, le secteur de la santé connaîtra des innovations. Il s'agit de la modernisation des équipements et des infrastructures techniques, l'intensification de la lutte contre la maladie en renforçant les programmes nationaux de santé publique. Il y a aussi le financement adéquat de la santé des Maliens. Outre la santé, une place de choix est accordée à l'accès à l'eau dans le programme du gouvernement Moussa Mara. Ce sont plus de 110 milliards de francs CFA que le gouvernement mobilisera pour la construction de la station d'alimentation en eau potable de Kabbalah. Le but est de permettre à 80% de nos compatriotes d'avoir accès à l'eau potable d'ici 4 ans, contre 60% aujourd'hui. La politique de l'habitat va aussi s'accroître avec la réalisation de 50 000 logements sociaux conformément au programme présidentiel. La jeunesse qui constitue le fer de lance du pays n'est pas oubliée. Le gouvernement procédera au lancement du projet de développement des compétences et emploi des jeunes pour 25 milliards de francs CFA. Mieux, 200 000 emplois devront être créés pendant 5 ans. Un coup de pouce sera aussi donné au sport avec l'adoption d'un document de politique nationale de développement de la promotion du secteur. 10 projets seront subventionnés à hauteur de 300 millions de francs CFA pour les personnes handicapées. En ce qui concerne nos us et coutumes, le Premier ministre dira qu'ils seront protégés puisqu'ils constituent nos repères. En somme, chaque secteur est pris en compte dans ce document d'environ 70 pages. En tout cas, en attendant le débat proprement dit, chacun est réparti avec sa petite idée. Autre cheval de bataille pour le gouvernement, porter le taux de croissance à 2 chiffres d'ici 2018, ce qui permettra de créer au moins 200 000 emplois. L'État va aussi consacrer 40% du budget national au secteur de l'éducation et va construire de nouvelles infrastructures scolaires au niveau des différents ordres d'enseignement. En résumé, le gouvernement va non seulement redresser l'école malienne, mais aussi et surtout construire une économie émergente. Bourama Traoré, explication. Il a fallu 2h30 pour le Premier ministre Moussa Mara de présenter sa déclaration de politique générale, un document de près de 70 pages qui prend en compte toutes les préoccupations des populations maliennes. Secteur par secteur, dans un style clair et précis, le Premier ministre Mara a décrit les grandes actions envisagées pour réaliser les programmes gouvernementaux sur la période 2013-2018. Un des axes majeurs de ce programme, c'est le redressement de l'école malienne, un grand malade auquel il faut apporter des thérapies de choc. Notre action dans ce secteur sera placée dans le cadre d'une vision globale.
voir l'école malienne recouvrer le plus rapidement possible les deux vocations d'un bon système éducatif. Construire un bon citoyen et lui procurer une formation qui puisse lui permettre d'avoir un emploi. Cette vision se décline en 3 phases d'action. Une phase d'urgence à mettre en œuvre sur une période de 3 ans pour stabiliser le malade. Une phase intérimaire pour engager les réformes dans le cadre d'un programme décennal pour le redresser et le renforcer. Et enfin une phase de moyen terme pour remettre le dispositif dans un cadre approprié avec des fondamentaux solides pour le futur, le transformer en athlète. Au finish, sortir l'école malienne du désespoir et de l'absence de perspectives seront les propres mots du Premier ministre, pour qui l'État va maintenir l'effort public en faveur du secteur, lequel se traduira par l'affectation de 40% du budget national à l'éducation. Nous allons améliorer les programmes et soutenir leur généralisation en insistant sur la systématisation de l'éducation civique et patriotique. Nous lancerons un vaste plan de réhabilitation, reconstruction et équipement à travers la construction et équipement de 20 blocs scientifiques, la dotation de 105 centres d'animation pédagogique en kit de laboratoire, la création chaque année de 1189 salles informatiques, la dotation de 3567 écoles fondamentales en kit de matériel d'expérimentation en maths et en sciences et en mal scientifiques. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, nous poursuivrons le soutien aux sciences dans le cadre d'un programme national d'excellence, améliorons la qualité de l'enseignement et l'accès à cet ordre pour limiter les déperditions, avec la construction de 15 lycées publics, la réhabilitation de 100 classes, la construction et l'équipement de salles polyvalentes dans 78 lycées publics. Un autre axe clé du programme d'action gouvernementale, la construction d'une économie émergente. L'économie malienne a été mise en mal par la double crise politique et sécuritaire de 2012. Pour sortir justement le Mali du marasme économique, le gouvernement nourrit de grandes ambitions. Nous nous attendons à un taux de croissance de 6,5% en 2014 que nous nous efforcerons de reproduire, voire d'amplifier en 2015. Grâce à la mise en œuvre des mesures de soutien qui seront développées ci-après, nous comptons porter le taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2018. Le surcroît d'activité permettant de créer au moins 200 000 emplois conformément aux promesses du chef de l'État. Ces mesures portent sur l'amélioration du cadre macroéconomique et de l'environnement économique. Elles concernent le rattrapage de notre pays en matière d'infrastructure et d'énergie. Elles sont relatives à la mise en œuvre significative de toutes les potentialités du secteur primaire. Elles traitent également des secteurs industriels et des services pouvant être des moteurs vigoureux de notre économie. Elles abordent enfin tous les autres facteurs de succès pour le développement socio-économique de notre pays et qu'il conviendrait de soutenir pour le bonheur des Maliens. En vue de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique, le gouvernement mettra en place certaines mesures, parmi lesquelles l'amélioration de la gestion de la trésorerie et la qualité de la dépense publique. Des réformes fiscales devant nous permettre d'accroître notre taux de pression fiscale d'un demi-point par an pour nous permettre d'atteindre les 17% d'ici 2018, ce qui dégagera environ 200 milliards de francs CFA qui constituent autant de marge de manœuvre pour pouvoir investir dans l'avenir. La consolidation de la politique d'endettement nous permettant d'obtenir des conditions concessionnelles de nos partenaires, le recours à des financements innovants, le renforcement de la tenue de la comptabilité matière dans les administrations publiques pour plus de transparence et une utilisation optimale des biens publics, le renforcement des moyens humains et matériels des structures d'audit et de contrôle et la systématisation du contrôle interne dans les administrations pour une saine utilisation des ressources publiques. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre n'a occulté aucun aspect de l'économie malienne. Agriculture, élevage, mines, commerce, transport et énergie, j'en oublie volontiers. Sur ce dernier point, le gouvernement travaillera à combler les déficits de production estimés à environ 111 MW en 2013. Au titre de cette année, le gouvernement dotera EDM d'une subvention de 30 milliards portée à 35 milliards auxquels s'ajouteront 15 milliards de la CEDEAO pour lui permettre de réviser et de louer ses groupes, d'acheter de l'énergie électrique et de réaliser des travaux d'urgence pour réhabiliter ses installations. À terme, la mise en œuvre de ces mesures devrait permettre à EDM d'améliorer ses performances et de réduire son coût de revient du kilowattheure.
Toutes ces actions auront pour fondement la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Le Mali a saigné et a même beaucoup saigné. Le temps est donc venu pour arrêter l'hémorragie. La tenue récente à Bamako les 23 et 24 janvier 2014 du Forum sur la corruption et la délinquance financière marque la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre ces fléaux. Au cours des travaux qui ont regroupé tous les acteurs de la lutte contre les 10 fléaux, une décision phare a été prise d'actualiser le plan national d'action 2009-2013 de mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière pour couvrir la période 2014-2018. Ce sera fait et nous nous engageons à mettre en place toutes les activités prévues depuis 2009. Parmi celles-ci, il y a une politique soutenue de révalorisation salariale dont les effets se feront sentir dès l'année 2014. Parallèlement, nous combattrons fermement et au même titre la petite comme la grande corruption. Il n'y aura pas de différence et les agents de l'administration comme les éventuels corrupteurs sont prévenus. Premier test de grandeur nature reçu par le Premier ministre Moussa Mara, un récit républicain à l'issue duquel est satisfait. Dans 4 jours, précisément le 2 mai prochain, le chef du gouvernement sera à nouveau devant les députés, cette fois-ci pour répondre aux interrogations ou apporter des éclaircissements à certains points de la DPG. À présent, arrêtons-nous sur le gros travail qui se cache derrière cette présentation de la DPG. Ce matin, une de nos équipes de reportage était à la primature pour suivre les derniers préparatifs. Et c'est un chef de gouvernement, vous allez le voir, tout détendu et confiant, qui était au bureau avec ses proches collaborateurs. L'état d'esprit du Premier ministre ce matin, juste avant son discours politique, c'est avec Ibrahima Traoré. Nous sommes à quelques heures du grand oral du Premier ministre. Un jour pas comme les autres pour le chef du gouvernement qui nous ouvre ses bureaux. Une première. Très matinal et détendu dans son boubou bleu ciel et chapeau bleu marine, Moussa Mara est sur place comme tous les jours à 5h30. 2 heures après, il réunit ses proches collaborateurs pour un débriefing habituel. Sur la table, pas de tasse de thé ou de café, plutôt des dossiers brûlants de la nation qui sont passés au peigne fin. Pour cette matinée, ça travaillait essentiellement sur la DPG, déclaration de politique générale du gouvernement. Nous sommes des responsables qui doivent exécuter des tâches au service des Maliens dans le cadre de nos textes. Et je pense que le discours de politique générale participe de ce principe, comme le Conseil des ministres ou comme d'autres activités. Ce sont des activités qui relèvent de notre charge. Nous les assumons à la hauteur de la considération que nous avons pour notre démocratie et nos institutions. Et à part cela, nous n'avons pas d'état d'âme. Le Premier ministre semble porter une attention particulière sur le travail d'équipe. Il conduit ici en toute convivialité les échanges qui ont duré une demi-heure. Merci pour la réunion et à demain, Inch'Allah. Et en espérant que ça se passera bien à l'Assemblée, mais il n'y a pas de raison que ça se passera bien, Inch'Allah. Ok. La séance est donc suspendue au travail. Le chef du gouvernement regagne son bureau, le temps pour lui de se concentrer davantage, ce qui aura duré environ 50 minutes. Il est 9h35, l'heure de la vérité est proche. Moussa Mara sort du bureau tout décontracté et visiblement fin prêt à s'adresser sans complexe aux élus de la nation. Je crois que tout est fin prêt. Donc on va sacrifier à cet exercice républicain qui consiste à marquer définitivement, je pense, la restauration de la démocratie malienne à travers le retour plein et entier à un ordre constitutionnel, un président élu, un parlement élu, un gouvernement qui présente devant le parlement sa déclaration de politique générale. Je pense que ça parachève l'édifice qui a commencé depuis le mois d'août dernier. Donc dans le véhicule, vous n'allez rien improviser ? Au fur et à mesure du discours, on improvisera sans doute. En fonction de nos impressions, en fonction de la situation de la salle, on improvisera. Le discours a un fil conducteur, un fil directeur. On s'adaptera aux circonstances. Bonne chance. Merci. Cap à présent sur l'Assemblée nationale pour l'exercice démocratique qui attend l'orateur du jour. Le cortège, momentanément bloqué au niveau de la base A par un embouteillage, arrive à l'hémicycle à 9h50. Le Premier ministre est accueilli par le président de l'institution. On lui déroule le tapis rouge jusqu'au salon d'honneur pour un bref entretien. Et c'est tout serein que le Premier ministre est venu juste après s'installer avant d'être invité au pupitre
pour sa déclaration de politique générale. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Vous aurez les réactions des groupes parlementaires et de la société civile sur cette DPG dans nos éditions de demain. Direction Koulouba, précisément au Conseil économique, social et culturel. Son président, Djamil Bitar, a reçu le réseau de l'Organisation des jeunes leaders des Nations Unies, l'Union des jeunes musulmans et l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon au Mali. Compte rendu d'audience, c'est avec Mariam Sagara. Cette série d'audiences a été bouclée par des doléances de l'association Guina Dogon qui compte traduire des secteurs délaissés dans notre pays en opportunités de développement jusqu'à l'autosuffisance alimentaire, sécuritaire et culturelle. Nous avons abordé des problèmes de développement. On a parlé de lutte contre la pauvreté, l'extrême pauvreté en République du Mali. Il est très aberrant de voir que le Mali dispose de tant de terres arables et que on importe du riz vieux de 20 ans. Il est bon qu'à l'office du Niger, qu'il y ait des bras très valides pour travailler la terre, pour l'autosuffisance du Mali d'abord, ensuite pour l'exportation dans les États voisins. Quant aux jeunes musulmans et ceux du réseau des organisations des leaders des Nations Unies, la grande préoccupation est l'absorption du chômage. Mali, les jeunes qui ont fait leurs études en arabe, à l'intérieur comme à l'extérieur, ont beaucoup de problèmes. Leur insertion socio-professionnelle, ça pose énormément de problèmes. Donc ça vaut des années maintenant, l'EJIMA a fait beaucoup de démarches auprès de l'autorité politique. On a signé des conventions avec la pêche, on a des partenaires avec le ministère de l'Emploi. Donc on veut épauler cette démarche-là avec l'appui du Conseil social et économique. Le président, comme toujours, il est disponible pour accompagner les jeunes. Le chômage, c'est une question transversale. À Dakar, nous avons fait la déclaration et chaque pays travaillera sur la déclaration pour décliner un plan d'action. Les objectifs principaux de ces trois organisations reposent sur des soucis pertinents. À présent, ce fait divers, un incendie a ravagé dans la nuit du jeudi la société des brasseries du Mali, Bramali, endommageant le magasin des pièces de réchange. Le ministre de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement s'est rendu sur le lieu du sinistre. Al-Jumatina l'a suivi. L'incendie s'est produit de nouveau chez nous. Le dernier en date est survenu dans la nuit du jeudi 24 avril à la société des brasseries du Mali, Bramali, 6 à Banankoroni, à quelques kilomètres de Bamako. Le feu intervenu aux environs de 23h30 a fortement endommagé le magasin des pièces de rechange de la société. Même s'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, le dégât matériel est important. Le magasin de pièces de rechange qui était complètement incendié. Donc là, on évalue à peu près les pertes à 2 milliards de francs CFA. Ça, il faut rajouter la reconstruction de tout le bâtiment, parce que tout le bâtiment a été endommagé. Toutes les structures en béton sont à refaire. La structure métallique est à refaire. Et puis alors, la chose la plus sensible dans une usine comme Bramali, c'est la partie électrique qui a été touchée également par l'incendie. Ce qui a déclenché l'incendie, ça, nous ne le savons pas encore. Venu constater des visu le sinistre, le ministre de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement a tenu à réaffirmer l'engagement et l'accompagnement des plus hautes autorités afin que nos sociétés soient à l'abri de tels incidents. Beaucoup de désolation de voir une entreprise citoyenne comme ça qui en tout cas rencontre ce type de difficultés-là. Un incendie, malgré toutes les normes de qualité, également de standards internationaux. Et je pense que c'est les entreprises de ce genre-là qu'il faut également que nous puissions encourager, soutenir, qui est, je pense, en droite ligne avec les orientations du chef de l'État. Les pertes sont énormes, c'est malheureux. Ils ont déjà fait beaucoup d'investissements. Mais en tant qu'assureurs, nous serons là à leur côté pour les soutenir. Et nous serons là aussi pour les permettre de reconstruire rapidement et de recommencer le travail. C'est la première fois qu'un incendie d'une telle envergure s'invite à Bramali. Mais grâce à l'engagement du personnel, l'installation des matériels de lutte contre l'incendie et l'appui des sapeurs-pompiers, le pire a été évité, d'où le soulagement des accompagnateurs. Le ministre a profité pour visiter quelques installations, dont la nouvelle ligne de production, qui a une capacité de production de 42 000 bouteilles par heure.
La visite a pris fin au laboratoire par un cocktail. Demain, 30 avril 2014, c'est la journée africaine de prévention des risques professionnels. À cette occasion, écoutons le message du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Amadou Konaté, pour qui notre pays a encore des défis à relever. Des propos recueillis par Al-Jumatina. Le thème de cette 18e journée est « Des coordinations nationales des comités d'hygiène et de sécurité fonctionnelle, des intersyndicales en santé et sécurité au travail active pour renforcer la prévention des risques professionnels et la productivité des entreprises ». Cet événement annuel, dont l'objectif est d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la nécessité de promouvoir des emplois décents et sûrs, réduire de façon significative le nombre et la gravité des accidents de travail et des maladies liées au travail, nous interpelle tous, pouvoirs publics, employeurs et travailleurs. Les statistiques du Bureau international du travail et de l'Organisation mondiale de la santé sur l'état des risques professionnels dans le monde sont suffisamment éloquentes. Il convient alors de mettre en place une politique concertée et cohérente de prévention des risques professionnels avec la participation de tous les partenaires sociaux concernés. Nous devons tous ensemble, pouvoirs publics, employeurs et travailleurs, mener des actions de sensibilisation sur les risques liés au travail. Nous devons améliorer l'efficacité de nos structures de sécurité au travail et de santé des travailleurs dans le milieu du travail. Et également que le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Abdoulaye Idrissa Maïga, a visité la Direction nationale de l'hydraulique, l'AEDD et la DENACPN. L'objectif de cette visite est de voir sur place les conditions de travail et écouter les doléances du personnel. Parlons éducation maintenant. Montée des couleurs au lycée Ba Aminata Diallo aujourd'hui. Une initiative de l'AEM avec pour objectif de former les jeunes au respect du drapeau et à l'amour de la patrie. C'était en présence de Mamadou Gaoussou Diarra, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Lamine Keita, reportage. La montée des couleurs donne lieu à une cérémonie très simple, mais de haute portée civique. Il s'agit pour les citoyens de rendre les honneurs au drapeau aux couleurs nationales. C'est aussi un signe d'engagement du citoyen pour toutes les activités qu'il doit entreprendre dans la journée. Cette montée symbolique des couleurs de ce matin s'inscrit dans le cadre du retour à la citoyenneté dans les établissements scolaires et se traduisant par le respect du drapeau et l'amour de la patrie. Aujourd'hui, nous avons compris que cette montée de couleurs est une tradition chez nous, mais malheureusement qui a été délaissée par tout le monde. Donc c'est une fois de plus une occasion pour nous de faire le rappel, d'inviter l'ensemble des élèves étudiants vers cette montée de couleurs et inviter encore l'autorité à s'impliquer davantage avec nous pour que vraiment cette activité soit une réussite sur l'étendue du territoire malien. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a indiqué que cette cérémonie est un rappel pour que chacun dans ses actes quotidiens respecte les trois couleurs nationales du Mali, le vert, le jaune et le rouge. Il s'agit là d'un symbole qui n'est pas l'unique certes, mais un symbole fort. Et je remercie et félicite à la fois l'AEM et le lycée Ba Aminata pour avoir justement été les initiateurs et le point de départ de ce renouveau citoyen. Et qu'également nous parvenions à assimiler l'hymne national. Désormais, la même activité sera faite dans tous les ordres d'enseignement du Mali, du fondamental au supérieur, ont assuré les responsables de l'AEM. Les activités de la Semaine nationale de lutte contre le paludisme au Mali se poursuivent. Une journée scientifique vient d'être organisée à cet effet. La rencontre a regroupé les responsables des services techniques, des chercheurs et plusieurs acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme. Lamine Keita.
Cette journée scientifique a été une occasion pour les chercheurs de parler largement de la maladie, de ses modes de transmission, des moyens de prévention, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez l'enfant et la recherche du vaccin. Le paludisme, c'est une maladie qui est due à la piqûre infestante des moustiques du genre Anopheles, n'est-ce pas? C'est une maladie hydrique, essentiellement, et par l'intermédiaire des parasites, qui sont donc les espèces plasmodiales qu'on trouve au Mali, dont le Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae. C'est ce qu'on trouve ici au Mali. À nos jours, il y a des outils efficaces qui ont été recommandés par l'OMS, à savoir la pulvérisation intradomiciliaire et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Donc, il est opportun d'évaluer à chaque moment d'utilisation de ces méthodes de lutte leur efficacité. Et les résultats de la présentation d'aujourd'hui ont montré comment est-ce que le programme national de lutte contre le paludisme avec ses partenaires, à savoir le président de Malaria Initiative, ont pu évaluer l'efficacité de la pulvérisation intradomiciliaire. Actuellement au Mali, 2 nouveaux types de vaccins contre le paludisme sont en train d'être testés par Malaria Research Training Center MRTC à Bankmana, à Donekebougou dans la région de Koulikoro. Nous avons la chance que la recherche, en tout cas au niveau du paludisme, se porte bien. Jusqu'à récemment, nous avons travaillé sur ce que nous appelons le stade sanguin, le groupe de vaccins qui est censé agir au stade sanguin pour prévenir ou pour en tout cas guérir ou amoindrir la maladie elle-même. Et que nous avons dit que nous avons mené différentes phases là-bas. Nous avons fait des phases 1 et ensuite nous avons fait des phases 2. Et nous avons dit que la phase 2 est une phase dans les études ou essais cliniques si vous voulez. C'est une phase déterminante pour voir maintenant si tu dois aller à la grande phase de confirmation ou pas. En attendant le nouveau vaccin, protégeons-nous du paludisme en dormant sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le général de division Maman Touré, chef d'état-major général des armées, s'est rendu à la frontière algérienne. Il a visité également le village d'Ika-Dekawaten avant de mettre le cap sur la ville de Tessalit. Reportage Sibiri Konaté avec la voix de Fousseini Tunkara. Ni la chaleur ni les multiples préoccupations n'ont empêché les populations d'Aguelhok, munies du drapeau Mali, à sortir massivement pour accueillir le chef d'état-major général des armées et sa forte délégation. Par ce taquet grandiose, cette population veut signifier son attachement sans faille à l'unicité du Mali et à son armée. Nous nous réjouissons beaucoup de cette visite du général Touré, avec l'importante délégation militaire qui l'accompagne, notamment le général Laïdé Gamou, qui connaît bien les terrains, il connaît bien les Nords. Je dis encore une fois merci pour ce contact physique qui est très important. Je dis bien notre village Aguelhok, c'est un village qui a connu le bonheur avec l'armée malienne depuis l'indépendance jusqu'en 2012. Et l'absence de l'autorité militaire nous a beaucoup manqué pendant l'occupation du Nord par les djihadistes. Cette population martyre a profité de la présence de l'ULIS haute pour exprimer au-delà de la paix leurs besoins en eau et le développement global. Même si vous avez beaucoup fait, on attend beaucoup. On attend le développement pour pouvoir occuper les jeunes. Le problème de la jeunesse est primordial dans toutes les sociétés du monde. S'il n'y a pas d'emploi, ils sont capables de faire de n'importe quoi. Ensuite, il y a l'école qui ne fonctionne pas bientôt 10 ans. Et beaucoup de choses, nous n'avons jamais voulu abandonner notre village. La survie, on a lutté pour la survie de nos populations. Raison pour laquelle on a maintenu notre réseau d'eau, notre réseau d'électricité jusqu'à l'arrivée des forces armées maliennes, qui eux aussi nous ont beaucoup aidés pour la maintenance des ouvrages. Après cet accueil des grands jours, le chef d'état-major général des armées s'est entretenu avec les forces armées de sécurité basées à Aguelhok. On a mis une commission en place. On a demandé à tous les états-majors, à tous les régiments, à tous les commandants d'unités qui connaissent des gens qui ont fait des actes de bravoure. On n'a pas dit d'autres actes, on a dit actes de bravoure, qu'on puisse les recenser et qu'on puisse leur donner les médailles. C'est la moindre des choses. Les médailles seront décernées parce que vous avez mérité.
Avant de quitter Aguelhok, la délégation s'est inclinée devant les tombes des braves soldats tombés le 24 janvier 2012. La section du droit international humanitaire de l'état-major général des armées du Mali poursuit sa série de formations des forces armées et de sécurité sur le code de conduite des différents corps de défense et de sécurité du Mali. Fademba Keïta nous en dit plus. Les forces armées et de sécurité restent sans aucun doute un des piliers essentiels du pouvoir. Elles garantissent non seulement la sécurité et l'intégrité territoriale, mais aussi permettent au régime en place de s'affirmer. Cependant, elles sauraient mener efficacement et pleinement cette mission sans une maîtrise parfaite du code de conduite des forces armées et de sécurité du Mali. Bien vrai qu'on forme les militaires maliens sur le droit international humanitaire, donc c'est un devoir également pour le commandement de réactualiser nos données et de les encore réinstruire sur les mêmes données afin qu'ils puissent comprendre beaucoup de choses sur les droits de l'homme. L'application du contenu du document par les agents sur le théâtre des opérations leur permet de se conformer aux textes et conventions ratifiés par le Mali. D'où l'intérêt pour la section droit international humanitaire de la défense d'étendre cette formation à toutes les garnisons. On ne pourra pas parler d'intégration dans la construction nationale sans une maîtrise parfaite de notre garant, de cet outil précis que nous avons à notre disposition. Nous avions commencé ce travail, nous sommes à 40% d'exécution, nous sommes allés directement dans les centres de formation. Les détenteurs des brevets d'armes BA1, BA2 de CATI reconnaissent l'utilité de cette mise à niveau. L'intérêt que le droit international humanitaire peut apporter pour nous un intérêt capital. En ce sens, c'est d'éviter toute exertion sur le théâtre d'opération. Et ça va nous permettre aussi de savoir comment se comporter, ensemble, comme je l'ai dit tantôt, sur le terrain. Ce document est un guide pour nous. Ça nous permettra de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le respect, la protection vis-à-vis des femmes et des enfants, l'assistance. Le code de conduite en question a déjà été partagé par les experts au cours d'un atelier tenu à Bamako en octobre 1997. Il a été élaboré par le gouvernement du Mali avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. La mission de la commission éducation de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée et c'est dans la région de Koulikoro, précisément à Banamba, que la délégation s'est rendue. Nous, Sissoko, Seydou Sissoko, sont nos envoyés spéciaux. Le manque de formation et de suivi des maîtres, la faible compensation dans la mobilité du personnel, l'insuffisance de sources d'énergie, la vétusté des moyens logistiques, ce sont là, entre autres réalités de l'éducation dans le cercle de Banamba. La gestion de l'école en mode décentralisé peine à combler les attentes. Le curriculum en phase de généralisation se heurte à des obstacles. C'est ce qui ressort des échanges entre la mission de la commission éducation de l'Assemblée nationale et les différents acteurs et partenaires locaux de l'éducation de Banamba. Le curriculum, ça va parce que nous sommes en train de l'appliquer. Donc, revoir la formation des enseignants, des acteurs, que ce soit le conseil pédagogique, que ce soit les enseignants qui sont chargés de ça. Ensuite, le suivi. Ici, le fonds ADAS arrive au niveau de la collectivité. La collectivité fait l'achat de la fourniture et fait appel au CGS, le président du CGS, pour aller enlever les fournitures achetées. Créé en 1975, le lycée de Banamba est le plus ancien lycée de la région de Koulikoro. Aujourd'hui, cet établissement est peu fréquenté. Le lycée n'a pas de salle informatique. Le laboratoire n'est pas équipé. Les produits sont périmés. À l'heure où nous sommes, le lycée n'a pas de professeur d'allemand. Les honorables députés de la mission éducation ont aussi visité les écoles à cantine. Il s'agit de l'école publique d'Amdalaï premier cycle de Banamba et de l'école communautaire de Djassani. Ce que nous avons constaté, les cantines que l'État doit alimenter, nous avons vu que ces cantines ne fonctionnent pas du tout. Alors que l'importance des cantines n'est plus à démontrer parce qu'il s'agit des zones très difficiles où les enfants parcourent des distances sous le soleil. Parfois, s'ils vont à la maison, ils ont des problèmes pour revenir et reprendre les cours. Il faut que l'État joue sa partition. Les représentants du peuple disent avoir pris bonne note des doléances des autorités locales en charge de l'éducation et des communautés de Banamba.
Restons en deuxième région, le village de Baoufulala, dans la commune de Banco, celle de Diola, a désormais son centre de santé communautaire. Cette infrastructure sanitaire est financée à hauteur de 40 millions de francs CFA. La correspondance de Daouda Kouni. Cette coupure de ruban symbolique marque le point de départ d'un processus de renforcement des capacités sanitaires de la commune de Banco. C'est pourquoi les populations de Baoufulala dans la commune de Banco et environnants ont inauguré leur centre de santé communautaire CSCOM dans une ambiance festive. L'infrastructure comprend un hangar d'accueil, une salle d'accouchement, une salle de soins, un laboratoire, un bureau pour le médecin, une salle de repos et une pharmacie. Ce joyau est financé à hauteur de 40 millions de francs CFA grâce à la conjugaison des efforts de la cellule technique du co-développement Mali, la diaspora malienne à travers l'association Retour à la Source, les communautés bénéficiaires ainsi que l'ONG Mission Sahel. Des épines de plus enlevées des pieds de nos populations. À 3 mois de mise en activité, le CSCOM a enregistré plus d'une centaine d'accouchements avec les moyens de bord. Je lance un appel solennel à toutes les bonnes volontés pour qu'ils nous aident à avoir des matériels et des points d'eau potable pour le CSCOM. C'est un jalon qui va nous permettre d'avancer un peu plus vers l'atteinte des objectifs du millénaire dans le domaine de la santé. Pendant la période d'hivernage, c'est une zone marécageuse. Les pistes sont extrêmement difficiles. Surtout en ce moment-là, avec la fréquence du palu et d'autres infections, ce CSCOM apportera à coup sûr un bonus en matière de santé publique. Le CSCOM constitue le premier socle de la pyramide sanitaire du Mali. Le ministère de la Santé, par ma voix, ne ménagera aucun effort pour veiller sur la bonne marche de ces structures sanitaires. La cérémonie d'inauguration du CSCOM, c'est aussi la visite guidée des différentes salles. La prestation théâtrale des élèves sur l'impact du centre dans la zone a été l'un des temps forts de la cérémonie de lancement officiel des activités du CSCOM de Baoufulala. La ville de Kangaba, elle, dispose désormais d'une nouvelle agence de KSC Djigiseme. Pour l'inauguration, nos envoyés spéciaux à Kangaba sont Lamine Keita et Sekou Kouyaté. Avec l'inauguration de sa nouvelle agence de Kangaba, le réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali KSC vient de franchir un palier supplémentaire dans l'élargissement de son réseau. Les responsables de la structure ambitionnent de couvrir l'ensemble du territoire national par la caisse. Toute chose qui permettra aux communautés d'avoir accès au crédit et de gérer leur épargne. La direction générale exhorte le personnel déployé pour une KSC de Kangaba prospère et pérenne à travailler avec professionnalisme, courage et beaucoup de dons de soi, choses qui ont toujours caractérisé la KSC. Il s'agit pour eux de recruter de nouveaux membres et de leur octroyer des crédits, de gérer leur épargne, de faire une gestion saine de l'ensemble des ressources qui leur seront allouées, d'informer et d'écouter les membres en vue de cerner leurs besoins. C'est une aubaine pour les populations de Kangaba, a souligné le sous-préfet. À travers ces réalisations, je demeure convaincu que la KSC de Kangaba, à l'image de sa marraine, jouera un rôle prépondérant dans le développement de notre cercle, en contribuant favorablement à la lutte contre la pauvreté par la collecte et la redistribution de l'épargne de ses membres sous forme de crédit. La cérémonie d'inauguration a été suivie d'une présentation des réalisations de la caisse au public. En 4e région, concertation sur les litiges fonciers. Depuis ce mardi à 100, il s'agit pour les participants de trouver les stratégies nécessaires pour une gestion durable des litiges fonciers dans les cercles de Blanc, 100 et Tomia. Kandesila nous en parle. Les litiges fonciers agricoles menacent la cohésion sociale. C'est pour anticiper cette problématique majeure qui entrave la bonne marche de la décentralisation que l'ONG Helvetas Suisse Intercoopération et les collectivités de Blas, San et Tomia ont initié le présent cadre d'échange. Il s'agit à travers la rencontre qui regroupe les autorités régionales et locales
Les services techniques et autres organisations devraient à la mise en place de mécanismes consensuels et pérennes de prévention et de gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles. C'est là conformément aux objectifs de la loi d'orientation agricole. Cette loi d'orientation agricole a été prise depuis 2006 et de 2006 à aujourd'hui, un certain nombre de textes d'application ont été produits, aussi bien au niveau législatif que réglementaire. Et il se trouve que ces textes d'application ne sont pas suffisamment connus par les acteurs sur le terrain. Pour le gouverneur de Ségou, la rencontre vient à point nommé quand on sait que malgré les textes en vigueur en matière de gestion foncière, de nos jours, les litiges liés à la question demeurent un frein à l'essor du développement local dont le socle est les petits exploitants agricoles. Aussi, voudrais-je exhorter davantage tous les acteurs ici présents pour leur quête constante de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le développement économique, social et culturel. Cette rencontre qui va poser les bases pour une gestion apaisée du foncier dans les 3 cercles a été vivement saluée par les responsables des collectivités qui ont réitéré leur engagement à soutenir l'initiative. Partons dans la commune de Alafia, dans le cercle de Tombouctou. La pêche dans la région a connu une perturbation lors de l'occupation et pour le redémarrage des activités, les pêcheurs venus de Koulikoro, Gao, Ségou et autres localités ont pris d'assaut le fleuve Niger, nous précise Yéa Tandina. Ils étaient des centaines de pirogues à prendre d'assaut le fleuve Niger. Pour cause, la levée de mise en défense des zones de pêche dans la commune Alafia, cercle de Tombouctou. Une pratique ancestrale jalousement conservée par les populations et qui a été interrompue par les groupes armés. Avec la crise, effectivement, ces 2 années, cette activité n'a pas pu être menée. Et vraiment, Dieu merci pour cette année que ce sont les pêcheurs même qui sont venus en nous pour qu'on puisse organiser cette activité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Vu le monde autour de cette activité, je suis vraiment très, très ravi. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré des pêcheurs qui sont venus de Kolongo, des pêcheurs qui sont venus de la région de Koulikoro, de la région de Mopti, de la région de Ségou, en plus de la région de Tombouctou et la région de Gao. En 6e région, la pêcherie traditionnelle, communément appelée quarantaine, offre l'opportunité aux pêcheurs des autres localités de se retrouver. Cette activité qui regroupe différents acteurs autour des zones de pêche a une importance capitale, d'où notre grande implication dans l'organisation de cette activité. En plus des revenus que des pêcheurs, commerçants, transporteurs et autres peuvent tirer de cette activité, c'est aussi un facteur de rapprochement et de cohésion sociale entre les communautés du Sud et du Nord. Transporteurs, commerçants, pêcheurs et consommateurs se retrouvent autour d'un seul idéal, la paix retrouvée à Tombouctou et une économie relancée. Un mot de culture et pour commencer cette sortie de livres dans les librairies, il s'agit du recueil des articles de presse sur l'Afrique francophone, la crise au Mali et la France au regard de l'Afrique subsaharienne de Tchekoro Diakité, édition 2014. Le livre est de 122 pages et l'auteur porte un regard sur la crise au Mali et fait des propositions de sortie des crises économiques. À noter que Tchekoro Diakité est un ancien ministre et lauréat du prix international Award 2008. À Sikasso, concert dédicace de Bakoro Sidibé, une jeune artiste de la région qui vient de mettre sur le marché son premier album. C'était dans la salle Lamissa Bengali en présence de Sekou Konaté. Reportage. Pour ce premier grand rendez-vous avec l'artiste et chanteuse originaire de la 3e région, Bakoro Sidibé, première lauréate du concours Chante Mali Chante, le public de Sikasso a répondu à l'appel pour le concert dédicace du premier album Kononi. 3 heures d'horloge de vibration musicale dans la salle Lamissa Bengali, l'album a été distillé. 10 titres, des sonorités variées, du Ganadougou au Mandé en passant par le rythme Bamana. Cet album, je le fais en sorte que tous les Maliens, tous mes frères et sœurs puissent vraiment avoir quelque chose là-dedans comme conseil. Pour accompagner la jeune artiste, une belle brochette d'artistes venus de Bamako et de Sikasso. Mia Diarra, Jansa Koulibaly,
les comédiens Zantigui Junior et Badiene, les rappeurs Petit Mental, Harley et Mega Family, mais aussi cet autre lauréat du concours Chante Mali Chante, Mamadou Kassemadi Diabaté. Koro Sidibé, qui fait aujourd'hui l'honneur de toute la région. Et je voudrais profiter de l'occasion pour aussi remercier l'ensemble des artistes qui l'ont accompagné dans cette salle. Vraiment, nous sommes très ravis et nous avons espoir qu'elle va vraiment avancer. Et vraiment, je suis très honorée au niveau de la région de Sikasso d'avoir un artiste comme ça qui est à la hauteur des souhaits. L'album Kononi est disponible sur le marché et l'artiste pense déjà à son deuxième album. Voilà, bon vent à Bakoro Sidibé. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Tout de suite, la météo avec Abibatou Diakité aux environs de 21h30. C'est le JT des formations avec Rachel Tessougué. Moi, je serai là demain pour les éditions du soir. Et Khadija Toukone vous présentera celle du matin. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision à notre compagnie. Et grand merci à nos téléspectateurs de Badjangara. Bonsoir.